La vie. Un si petit mot qui représente tant. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le monde de la science? La vie serait apparue sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d'années. La cyanobactérie est la première forme vivante. Elle a alors la capacité de se reproduire, de se modifier, de s'adapter à son environnement en changement. Elle se multiplie donc en nombre, mais aussi en espèces distinctes. De ces espèces sont nées différentes branches, qui ont donné lieu à d'autres, et ainsi de suite pour en arriver aux espèces vivantes de nos jours. Plusieurs n'ont été que de passage, mais certains ont survécu. De tous ces changements, plusieurs classes d'espèces se sont développées avec le temps. Les reptiles, incluant les dinosaures du Mésozoïque très connus malgré leur disparition, sont apparus en même temps que la classe des mammifères, toujours présents dans le Cénozoïque. Mais qu'est-ce qu'un mammifère et qu'est-ce qui le différencie, pourriez-vous vous demander? Puisque notre recherche porte seulement sur cette classe, nous allons vous aider à les reconnaître. Premièrement, la caractéristique qui leur est entièrement unique est la présence de mamelles sur la femelle. En effet, ce sont les seuls animaux qui produisent leur propre lait afin que le petit puisse se nourrir en tétant celle-ci sur sa mère. Deuxièmement, ils font tous partie des vertébrés à sang chaud. Troisièmement, ils ont tous du poil sur eux. Bien entendu, cela diffère d'une espèce à l'autre, mais ils en ont tous, même les cétacés, les mammifères marins. Mais maintenant, que cause cette différence? Pourquoi ce n'est pas tous les êtres vivants qui ont réussi à survivre? Pourquoi plusieurs sont disparus? Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce phénomène, les deux plus connues étant celle de Lamarck et celle de Darwin. Lamarck propose le transformisme, qui se sépare en deux principes. Le premier, l'usage et le non-usage, soutient que les organes qui ne servent pas sur l'organisme disparaîtront au cours de sa vie pour laisser place à ceux qui lui sont plus utiles. Le second, l'hérédité des caractères acquis, suggère que les modifications apportées par l'individu seront transmises à la prochaine génération. Cette théorie est souvent expliquée avec le coup des girafes. Charles Darwin a lancé l'évolution comme théorie et elle reste jusqu'à ce jour la plus reconnue et avancée. Deux explications la résument bien, la descendance avec modification et la sélection naturelle. La première énonce qu'un changement chez une espèce est notable au fil de plusieurs générations puisqu'il est discret et se modifie un peu à chaque fois. La deuxième affirme que les caractéristiques avantageuses d'une espèce lui permettent de survivre à un changement et ainsi de se reproduire afin de transmettre cet avantage. Mais il y avait une chose que nous ne comprenions pas. Comment les mammifères ont-ils évolué en fonction de leur environnement? Ensuite, nous avons eu plusieurs questionnements face à ce problème. Comment l'évolution a influencé la génétique des mammifères selon leur milieu? Y a-t-il des gènes qui ont évolué au cours des années? Ensuite, leurs caractères physiques ont-ils changé dans chaque milieu? Et dernièrement, est-ce que tous les mammifères ont un ancêtre commun ou non? Dans l'incompréhension, nous n'avions qu'un choix, et c'est de faire appel à un professionnel de l'évolution. C'est pourquoi mon vieil ami, Charles Darwin, est ici présent pour nous faire comprendre ce que nous ne comprenons pas. Alors, bonjour Monsieur Darwin, comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Cela nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Alors, nous avions quelques questions pour vous au sujet de votre théorie d'évolution, pour nous aider à comprendre davantage. Alors, Monsieur Darwin, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la sélection naturelle? Car nous avons un peu de misère à comprendre ce que vous dites dans vos textes. Je vais essayer d'expliquer cela brièvement pour vos petits cerveaux. La sélection naturelle, dans le fond, est que les individus d'une population qui sont mieux adaptés à leur milieu ont plus de chances de survivre et donc de se reproduire, tandis que ceux moins adaptés ont moins de chances. Ok, et cela amène quoi? Vous n'êtes pas rapide. Alors, de cette manière, une population se modifie graduellement avec le temps, en gardant les mieux adaptés. Les caractères favorables s'accumulent avec le temps, ce qui s'appelle la sélection naturelle. Maintenant, nous allons enchaîner. Si vous voulez bien rester avec nous, nous allons vous expliquer le reste de notre projet. Après avoir parlé avec le célèbre Charles Darwin, nous avons conclu que notre recherche serait entièrement théorique.
Charles Darwin nous a dit que le meilleur outil pour répondre à notre problématique serait les arbres phylogénétiques. Les arbres phylogénétiques, eux, ils ont pour but d'établir les relations de parenté évolutives entre les organismes. Lorsqu'on lit un arbre, on va le lire de gauche à droite et de bas en haut. En observant un arbre phylogénétique, on retrouve à gauche des rameaux terminaux et à droite les taxons. Dans notre cas, les taxons forment les espèces étudiées. Lorsque les deux taxons se rejoignent à gauche, ça forme un nœud, puis un nœud, ça représente l'ancêtre commun le plus récent de l'espèce A et B. Ainsi, tout ce qui se trouve à gauche de l'arbre est appelé ancêtre commun, et tout ce qui se trouve à droite de l'arbre se nomme espèce actuelle. Je vous vois venir. Vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on fait pour créer ça, un arbre phylogénétique? Il y a deux méthodes. La première, la méthode génétique, et la deuxième, la méthode des caractères dérivés propres. Allons voir. La première méthode, la méthode génétique, elle consiste à choisir une protéine qui est commune aux espèces, et ensuite, on est capable de comparer le pourcentage de similarité dans leurs séquences d'ADN respectives. Avec ce résultat-là, on crée une matrice, et on fait la moyenne, pour ensuite aller dessiner l'arbre phylogénétique. Pour ce qui est de la deuxième méthode, elle est très semblable. Mais au lieu de comparer à l'aide d'une protéine commune, on compare les espèces à l'aide des caractères distinctifs et ensuite on les place dans une matrice. C'est comme ça qu'on est capable de créer un arbre phylogénétique. Darwin nous a expliqué que la spécificité entre les taxons est très importante. C'est pourquoi le processus de sélection de nos espèces ne doit pas être lié au hasard. Il nous a expliqué que nous devions sélectionner uniquement une classe d'espèces. Ainsi, nous avons sélectionné les mammifères, parce que c'est la dernière classe d'espèces apparue sur Terre et cela rend notre sujet de recherche encore plus pertinent et actuel. Pour que la recherche soit plus précise, il faut s'assurer que nos mammifères soient diversifiés. Nous avons sélectionné des mammifères parmi les 3 groupes de placitation qui existent dans le monde, soit les eutériens, les métatériens et les monotrèmes. Ensuite, il fallait faire varier l'environnement de nos mammifères. C'est pourquoi nous avons choisi des mammifères aquatiques, terrestres et volants. Après cette sélection, les 10 mammifères d'étude sont l'orque, le lamantin, l'homme, le castor, la chauve-souris, le kangourou, le chimpanzé, le morse, l'ours polaire et le léopard. Maintenant que nous avons nos taxons, place aux recherches! D'abord, le premier aspect traité fut la locomotion. Nous avons regardé si les mammifères possédaient des nageoires, des pattes, des ailes ou des palmes. Par la suite, nous avons pu comparer selon les ressemblances dans chaque type de locomotion en fonction des différents habitats. Bref, en comparant les différents habitats des mammifères et leur locomotion, les mammifères auraient chacun évolué singulièrement par environnement. Les mammifères marins ont développé des nageoires très spécifiques à l'eau, autant leurs membres inférieurs que supérieurs sont impliqués dans la locomotion. Tandis que les mammifères terrestres, les développements sont très variables, ils possèdent bien tous des pattes, mais leur fonction et leur physionomie est très différente d'un milieu à un autre. Finalement, pour les mammifères aériens, malgré l'apparence physique très différente, les fonctions restent semblables. Il semblerait que ces derniers aient évolué selon leur physique et leur taille, malgré qu'ils partagent le même environnement. Un autre aspect des mammifères qu'on va observer, c'est leur dentition. Pour ce qui est des omnivores et des carnivores, eux autres, ils vont posséder des canines, des molaires et des incisives parce que eux autres, il faut qu'ils déchiquettent, qu'ils tranchent puis qu'ils broient la matière animale. Pour ce qui est des herbivores, eux autres aussi, ils vont posséder les 3 types de dents. Mais, comme ils vont manger beaucoup d'herbes, leurs dents vont s'user plus rapidement, fait qu'ils vont avoir une croissance continue. Quand on va regarder les insectivores, eux autres, ils ont des dents plus petites, plus pointues parce qu'il faut qu'ils aillent déchirer la chitine que possèdent les insectes. Maintenant qu'on a analysé l'alimentation des mammifères, on peut conclure que l'habitat des mammifères ne va pas influencer sur leur régime alimentaire. C'est pas parce que je suis un mammifère aquatique que je vais nécessairement être un carnivore. C'est plutôt la disponibilité alimentaire présente qui va faire que mon mammifère va évoluer. De plus, on peut voir que la dentition des mammifères a évolué elle aussi à cause de l'alimentation de ceux-ci. L'hibernation diffère aussi en fonction du cycle solaire et du continent où se trouve l'animal. Par exemple, l'ours polaire n'hiberne pas comme les autres ursidés, car il fait soleil sans cesse pendant plusieurs mois. Leur espérance de vie en liberté est étroitement liée à la taille de l'animal, malgré quelques exceptions. Leur espérance de vie diminue énormément en captivité. L'orque qui peut atteindre 20 ans en liberté vit en moyenne 25 ans lorsqu'il est dans un parc. Donc, même si leur mode de vie semble différent, ils se sont tous adaptés en fonction des mêmes conditions. En étant terrestres, aériens ou marins, comment sont-ils capables de communiquer? Tous nos mammifères utilisent la communication sonore. En effet, celle-ci regroupe les grognements, les cris, les sifflements, les ultrasons, les coups ou tout autre son qui est capté par l'audition.
C'est un concept qu'il faut analyser avec un regard extérieur, car en étant humain, notre audition ne permet pas d'entendre toutes les fréquences produites. Chacun a sa manière particulière de communiquer avec les autres, mais tous utilisent leur gorge et ou leur environnement pour se faire entendre. Le castor et le kangourou frappent le sol ou l'eau pour avertir les autres d'un danger. L'humain et le chimpanzé utilisent aussi le sens de la vue en faisant des signes non-verbaux comme l'utilisation des membres et des expressions faciales. Le castor et le léopard se distinguent en utilisant aussi les odeurs pour délimiter leur territoire. Pour ce qui est de la composition corporelle des 10 mammifères, nous avons analysé leur pilosité, leur température corporelle et leurs parties du corps. Chacun possède une morphologie externe bien caractéristique à leur espèce. Il est possible d'observer plusieurs caractéristiques que possèdent les mammifères. Tout d'abord, en général, les mammifères possèdent un système tegumentaire assez semblable comprenant une peau ou des poils qui leur servent de protection et qui leur permettent de conserver leur température corporelle. Ensuite, il est possible d'analyser le système squelettique des mammifères de la tête aux pieds. En général, les mammifères possèdent le même système squelettique, ce qui les distingue est la grosseur et la longueur de leur os. En somme, il est possible de voir que l'habitat influence grandement sur la composition corporelle des mammifères. C'est à cause de l'environnement de certains mammifères que des caractéristiques ont disparu et ont ensuite permis à l'espèce d'évoluer. Maintenant, Charles, nous allons regarder nos résultats sur la reproduction. Oh! Nous avons constaté que les mammifères marins choisis avaient un processus semblable lorsque nous regardons la reproduction. Mais les autres mammifères diffèrent beaucoup et il n'y a pas vraiment de sens. Nous en sommes venus à la conclusion que les mammifères se reproduisent toutes de la même manière. Mais ensuite, chaque mammifère a un processus unique à lui. Donc, ils ont tous évolué de manière différente, même s'ils ne sont pas dans les mêmes habitats. L'arbre des caractéristiques dérivées propres nous a permis de proprement voir les espèces ayant le moins de différences entre elles, selon les caractéristiques établies et qui ne sont pas reliées à la génétique. Dans l'arbre des caractéristiques dérivées propres, il y a d'abord le singe et l'homme qui se ressemblent grandement sur plusieurs aspects. Ensuite, le kangourou et le castor, deux mammifères terrestres ayant une queue très puissante, viennent se rejoindre. Malgré leur habitat très différent, l'ours polaire et le léopard possèdent tout de même une grande similarité. Les mammifères terrestres se rejoignent tranquillement en commençant par les mammifères non bipèdes et en allant rejoindre les espèces sur deux pattes. La chauve-souris est le mammifère habitant sur la terre ferme qui ressemble le moins aux autres mammifères. Elle demeure toutefois une espèce aérienne, ce qui explique le petit écart avec les autres mammifères terrestres. Pendant ce temps, l'orque et le morse se trouvent à être les deux mammifères marins ayant le plus de similarités, suivis de près par le lamantin étant lui aussi dans le milieu aquatique. Bref, le milieu selon lequel les mammifères vivent prouve qu'ils auraient évolué individuellement par rapport à leurs caractéristiques physiques. Maintenant, regardons l'analyse de la méthode génétique sur la protéine cytochrome B. Tout d'abord, le cytochrome B est retrouvé chez nos 10 mammifères dans la membrane plasmique des mitochondries. Les mitochondries permettent au corps de faire de la respiration cellulaire et ils s'assurent de fournir aux cellules l'énergie nécessaire à la survie et au bon fonctionnement de l'organisme. Lorsqu'on retrouve plus de cette protéine chez une espèce, cela indique que celui-ci possède plus de mitochondries, donc a des besoins énergétiques plus élevés. Monsieur Darwin, nous venons de vous parler d'une protéine dans les mitochondries. Maintenant, je vais vous parler des résultats de la myoglobine. La myoglobine est la protéine qui stocke l'oxygène et qui nous permet de respirer. Oh, j'ai bien hâte. Pour vous faire ça court et simple, les 10 mammifères n'avaient pas de lien commun dans l'arbre phylogénétique. Comment ça? Dans le fond, lorsque nous regardions l'arbre, les mammifères étaient dispersés aléatoirement. Ça change quoi? J'y arrive. En regardant cela, nous sommes venus à la conclusion que la myoglobine a évolué différemment pour chacun des mammifères, autant les marins, les terrestres et les volants. Donc l'habitat n'a pas joué un rôle sur l'évolution de cette protéine? Exactement. Alors Darwin, merci beaucoup pour votre aide. Cela fut très apprécié. Le projet était assez précis, cependant plusieurs modifications auraient pu être apportées. D'abord, afin de pouvoir bien comparer les mammifères volants, il aurait été préférable d'avoir plus d'un mammifère de ce type. Il n'existe pas d'autres mammifères seulement volants. De plus, les recherches faites avec UniProt nous permettaient de trouver les séquences de protéines de chaque mammifère.
Cependant, ces derniers étaient limités à leur base de données personnelles. Les recherches sur les mammifères sont toujours en cours, limitant la connaissance des séquences. Ce fut le cas pour le lion ou l'écureuil volant. Dû à une restriction d'État et à la variété des mammifères, nous avons dû généraliser nos recherches. C'est pour cette raison que nous n'avons pas pu choisir un mammifère qui pondait des œufs. Cela aurait aberré certaines valeurs puisqu'il était le seul dans cette catégorie. Aussi, suite au temps restreint et à la complexité de la recherche, il nous était impossible de comparer encore plus de mammifères afin de rendre nos résultats encore plus représentatifs. Nous n'avons comparé que 2 protéines parmi toutes les protéines que nous possédons. Cela n'est encore une fois pas totalement représentatif de la réalité, étant donné le rôle précis de chaque protéine. Finalement, au départ, nous avions 8 sujets. Le 8e était sur le système nerveux. Cependant, les recherches actuelles ne sont pas encore assez développées sur cette sphère, limitant ainsi la vérité des faits. Les mammifères sont encore beaucoup à l'étude à ce jour. Cela fait un réel plaisir. Bien que les espèces aient évolué distinctivement selon leur milieu, et savoir que les mammifères possèdent des caractéristiques génétiques semblables n'ayant aucun lien avec leur milieu. Cela nous permettrait de confirmer qu'il pourrait y avoir des ancêtres communs entre certaines espèces. Toutefois, il ne pourrait pas y avoir qu'un seul ancêtre commun à tous ces mammifères. Cela pourrait venir confirmer notre hypothèse initiale et ainsi confirmer l'hypothèse de Charles Darwin sur la sélection naturelle et à la théorie de l'évolution. La réelle question maintenant est, combien d'ancêtres peut-il y avoir? Merci les étudiants. Je retourne dormir. À la prochaine.